des animations sportives et créatives. Je voulais aussi remercier les intervenants. Alors, le docteur Soiré, cancérologue, le docteur Tadji, radiologue, et monsieur Sissoko, philosophe et ethnologue, et docteur Benayat, qui est médecin sur Drancy et qui sera la modératrice. Donc en fait, l'idée c'est de parler du cancer, les soins, qu'est-ce que le cancer du sein, les soins, l'avant, l'après, le pendant surtout pour beaucoup. Et puis le docteur Tadji va nous parler de la radiologie. Vous n'avez rien entendu. Comme d'habitude, mon téléphone ne s'arrête jamais. Voilà. Et surtout, il va vous parler un peu, lors de l'annonce, lorsqu'il voit une image douteuse, de tout le suivi qu'il y a derrière. Parce que l'idée aussi, c'est de vous parler du parcours qui a été mis en place sur la Seine-Saint-Denis par rapport au parcours au cancer du sein. Et puis, on voudrait aussi finir par des témoignages. Par des témoignages de femmes, quand elles ont eu l'annonce, pendant les soins. Et après, on répondra à toutes vos questions. Mais c'est important aussi que ces femmes témoignent, parce que souvent, on n'ose pas se faire dépister parce que c'est l'annonce qui fait peur. On est tous pareil, on met la tête comme l'autruche, on met en dessous en disant « si je ne sais pas, je peux pas, il n'arrive rien », alors que souvent, la situation est beaucoup plus dramatique. Donc c'est pour ça que c'est important de sensibiliser. Donc cet après-midi, il y aura un atelier de sensibilisation pour celles qui veulent. On reparlera du cancer, on reparlera de l'autopalpation, et comment on le fait, mais la meilleure des choses, c'est quand même la mammographie. D'accord, je laisse la place, on va commencer parce qu'on a pas de... Ça y est, c'est bon. M'aider. Comme ça, je me passe aux intervenants. Parce que je recommence pas. Alors, est-ce que c'est assez long? Je pense que c'est parfait. Donc, voilà, je laisse le docteur Benayat. Rebonjour, alors moi je suis la modératrice, du coup je vais donner la parole à nos intervenants. Et si vous voulez bien, alors je vais lancer un peu le débat, un peu comme ça. On parle des freins et des leviers liés au dépistage, mais ça passe aussi par l'examen radiologique. Alors je vais lancer un peu ce qu'on entend de la part de certaines patientes. L'examen fait mal, ça m'écrase les seins, des rayons X, ce n'est pas bon. Voilà, je lance le débat un peu comme ça. Je vous laisse y répondre. Voilà, on va commencer par le docteur Tadji, radiologue. Bonjour à toutes. Donc, je suis le docteur Tadji, je suis radiologue je travaille à Drancy, à Blanc-Ménil, dans le cadre de notre société qui s'appelle l'IMPF. Et effectivement, je m'occupe beaucoup du dépistage du sein et des mammographies. Alors, effectivement, le grand reproche qu'on nous fait, c'est que la mammographie fait mal. Ça, je ne vais pas dire que c'est un mythe, mais c'est presque un mythe. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, comment se passe l'examen de mammographie? On vous fixe le sein entre deux palettes, mais la pression est exercée par la manipulatrice. Il faut une pression suffisamment importante pour que l'image soit belle. Donc, il faut concilier entre ne pas avoir mal et avoir une belle image. Dans la majorité des cas, ça se passe très très bien. L'examen dure 30 secondes. Il y a 2 clichés que l'on fait par sein et en général, on s'arrête. Moi, dans mon activité quotidienne, c'est exceptionnel qu'une femme ne fasse pas de mammographie parce qu'elle a mal. Ça se passe toujours bien. Le manipulateur ou la manipulatrice qui vous fait les radios vous écoute et fait tout son possible pour que vous soyez bien. Alors après, effectivement, pour chaque examen de médecine que l'on fait, il y a toujours des petites douleurs. Quand on va faire la prise de sang, on a mal et pourtant on y va. La mammographie, c'est pareil. On peut avoir mal. Il faut mettre du sien. Le manipulateur fait tout pour que vous n'ayez pas mal et ça se passe très très bien. Donc, n'hésitez pas à venir. Faites votre propre expérience. N'écoutez pas les patientes ou les copines qui vous disent « j'ai eu mal » parce que voilà, la technologie a énormément évolué. Depuis 30 ans, les mammographies sont devenues beaucoup plus sensibles et on fait quasiment pas mal maintenant. C'est vraiment le message que je vous transmets. Donc, essayez de vous-même et faites-vous votre propre idée. Allez-y.
question. Oui, je pense que, effectivement, si on parlait de mythe, peut-être le B. Du coup, j'ai aussi une autre question pour vous, docteur Taïebji, c'est sur la radiologie. En radiologie, on ne fait pas seulement la mammographie, on fait aussi le reste, la biopsie ou autre. Tout à fait. Alors, alors, dans ce cas-là, je vais faire tout le cheminement. En fait, il n'y a que la mammographie qui permet de dépister un cancer du sein. Il n'y a aucun autre examen actuellement qui puisse remplacer la mammographie. Donc, il y a certaines patientes qui viennent et qui nous disent ah ben, je veux qu'une échographie, ça ne marche pas. Les autres examens que l'on fait en radiologie sont des examens complémentaires qui nous permettent d'affiner le diagnostic ou de préciser, mais c'est la mammographie qui reste l'examen de référence. Ça, il faut vraiment le savoir. Donc, mammographie, tous les 2 ans, à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, c'est pris en charge dans le campagne du dépistage. Cette mammographie ne s'arrête pas à 74 ans, elle doit être continuée tous les 2 ans jusqu'à ce que mort s'en suive, entre guillemets, excusez-moi du terme. Et en général, souvent, on commence plutôt vers 40 ans, mais le dépistage commence à 50 ans. D'accord ? Donc, entre 40 et 50 ans, c'est le médecin généraliste qui vous prescrit la réalisation de la mammographie. C'est pris en charge par la sécurité sociale. Et ensuite, de 50 ans à 74 ans, la mammographie est prise en charge par le dépistage départemental. Et ensuite, à partir de 74 ans, on revient avec le médecin généraliste, on lui demande de faire le contrôle tous les 2 ans. Alors ça, c'est l'examen de référence, la mammographie. Après, une fois que la mammographie a été faite, c'est le radiologue qui va juger s'il faut faire d'autres examens ou pas. Donc, dans la majorité des cas, on s'arrête à la mammographie. La deuxième étape, c'est la réalisation d'une échographie. Quand est-ce qu'on fait l'échographie? C'est quand les patientes ont des seins, ce qu'on appelle des seins denses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de glandes, qui fait que les radios sont difficiles à interpréter. Cette augmentation de la glande est tout à fait normale, elle est physiologique, ça ne veut pas dire que vous avez un problème. Mais nous, on a besoin d'une écho pour affiner le diagnostic. Donc, à la suite de la mammographie, le radiologue va vous faire une échographie. Il faut savoir que cette échographie n'est pas prise en charge par le dépistage. Donc, vous êtes obligé d'avancer l'argent, mais c'est remboursé par la sécurité sociale. Ça, c'est une notion importante. Ensuite, une fois que la mammographie et l'échographie ont été faites, on pose le radiologue fait une conclusion. C'est-à-dire que soit l'examen est normal, et tout s'arrête là, et on se revoit 2 ans après. Soit il y a une image qui nous pose problème. Cette image peut être tout à fait bénigne, mais nous, on n'est jamais sûr en radiologie pour être quasi certain que c'est une image bénigne. Donc, on a d'autres recours. On a soit la possibilité de réaliser une IRM. Dans des cas un peu particuliers où on n'arrive pas à préciser l'origine de cette image, à ce moment-là, on demande de faire une IRM mammaire. Sinon, si c'est une image c'est une masse ou une boule dans le sein, mais qui peut être aussi bien une boule gentille que méchante, on est amené à faire une biopsie. Et la biopsie, c'est un prélèvement de cette petite image, de cette petite masse, souvent sous échographie ou alors sous appareil de mammographie, et on prélève. Donc, on fait déplacer la patiente dans les jours qui suivent dans des centres spécialisés. Nous, par exemple, dans notre groupe, les biopsies, on les fait uniquement à la clinique du Blanc-Ménil, alors que les mammographies, on les fait dans les différents cabinets et cliniques. Donc, les biopsies sont faites, et c'est la biopsie qui permettra de poser le diagnostic, de dire si c'est quelque chose de bénin ou si c'est quelque chose de malin. Si c'est quelque chose de bénin, à ce moment-là, on se dit, bon, c'est bon, les résultats sont tout à fait rassurants et on se revoit dans 2 ans et on reprend le rythme de surveillance habituel. Soit c'est quelque chose de malin et à ce moment-là, on vous envoie dans un centre spécialisé pour la prise en charge. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Voilà. Je vais revenir un peu sur les mythes et les croyances. Souvent, en consultation, on parle de mon expérience personnelle, mais c'est aussi pour échanger par rapport aux autres. Souvent, on a des discours de femmes qui disent, par exemple, quand on nous représente le dépistage, oh, vous avez porté malheur, je ne vais surtout pas attraper le cancer, ne m'en parlez pas. Ou d'autres discours qui sont beaucoup plus aussi incisifs en disant, écoutez, dans nos cultures, on ne fait pas ça et je ne vais pas provoquer la maladie. Alors, est-ce que vous avez des astuces, on va dire ça comme ça, pour nous
femmes et hommes, hein, pour pouvoir convaincre ces femmes-là qui ont des discours très fermés sur le dépistage, à les inciter au dépistage du cancer du sein. Sachant que ce n'est pas une obligation, effectivement, mais c'est fortement recommandé. Est-ce que vous avez des réponses? Alors, le problème, c'est que moi, j'ai un laïus qui est un peu plus développé. Je répondrai à cette question-là, puisque c'est le sujet qu'on nous pose ici, c'est effectivement comment lutter contre les freins, hein, justement. Moi, je suis philosophe, je suis conférencier, et je travaille beaucoup sur l'interculturalité. L'interculturalité, c'est-à-dire que si je vous parle de vous, mais je vous parle des autres aussi. Si je parle des autres, c'est vous aussi, pas à 100%, mais vous pouvez vous reconnaître dans ce que je dis. Ce que je vais dire tout simplement, c'est qu'il y a un adage qui dit ceci: l'ignorance est mère de tous les vices. Quand tu ne sais pas, ben, tu crées des faussetés, des mensonges, des clichés, etc. Et dans la tradition islamique et dans le Coran, on dit Iqra. Va chercher le savoir et comme ça, tu seras beaucoup plus à l'aise. On le dit dans beaucoup de cultures. Donc, savoir, c'est important. L'autre chose que je voudrais tout simplement dire, c'est-à-dire que quand on dépiste très tôt, on a des chances de faire baisser effectivement les pourcentages. C'est ce qui est dit. Avant, il y a 20 ans, 25 ans, on parle de cancer comme de sida, c'est tout de suite la mort. Mais le monde a évolué et le docteur, on en parlait tout à l'heure, nous dit que les outils ont changé, les connaissances ont changé, etc. En France, cancer, si effectivement ça recourait à la mort, maintenant, on est beaucoup plus tranquille, même si on a une petite trouille, c'est normal. Même quand on a une petite fièvre, on a une petite trouille, c'est humain. Ce qui est inhumain, c'est de ne pas amorcer le guide. C'est de refuser d'aller consulter. Et c'est extrêmement important, quand on se pose des questions, d'amorcer. C'est pourquoi, quand on parle de frein, je demanderai, vous avez des voitures, vous freinez. Si vous avez freiné, c'est parce que vous avez avancé la voiture. Vous avez avancé, vous ne pouvez pas freiner si vous n'avez pas avancé la voiture. Alors, le philosophe va se demander, mais qu'est-ce qu'il y a avant? Et c'est ça que je vais vous expliquer. Ce qu'on appelle la socioculture. Si vous voulez soigner une personne, il faut la connaître. Si vous ne connaissez pas les représentations culturelles des gens, vous allez passer à côté de quelque chose. Moi, j'ai formé beaucoup d'enseignants, beaucoup de médecins, de psychiatres à travers le monde, jusqu'à Tahiti, jusqu'à l'université. Hein. J'avais un DU où j'avais beaucoup de psychiatres, de médecins. Parce que tout simplement, la personne n'est pas seulement un corps. La personne est dynamique. C'est pourquoi le médecin, quand il vous reçoit, il y a effectivement cette approche psychologique de questions banales au départ. Vous pensez que c'est banal, mais en fait, lui, il a quelque chose derrière pour comprendre l'histoire de la personne. Et quand elle saisit ça, elle le met dans sa poche, elle attend. Et après, puisqu'elle a fait l'université, elle a des références, il y a des symptômes, etc. Ben après, elle combine pour trouver effectivement une solution, une stratégie, etc. Alors, dans les représentations africaines, vous savez, il y a, ça va peut-être gêner certaines oreilles, mais ici, on est dans le domaine du savoir. Et comme je vous ai dit, si on ne sait pas, ben, on se fourvoie. Il y a un cliché qui circule beaucoup, c'est le problème de la masturbation, ou bien du toucher, le toucher. Et vous savez que dans les cultures africaines, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Afrique de l'Ouest, etc., nous sommes des cultures de toucher. On se serre la main, on s'embrasse, on fait des massages des enfants. Un enfant africain qui naît, il est massé par la grand-mère, qui a un rôle important. En France, si la grand-mère n'est pas là, la maman, qui a hérité de ça, ben, va essayer. Et puis, on a les nouvelles technologies, YouTube, Facebook, etc., où on voit effectivement des techniques de massage. Mais n'importe qui ne s'improvise pas massage, il ne faut pas casser le dos de nos enfants, hein. Hein, il faut respecter les épaules, etc. Donc, il y a des techniques. Donc, le toucher, alors, chez Mauriac, qui est un penseur français, le corps est le tombeau. Le corps est un défaut. Le corps est un défaut. Et ce défaut-là, c'est faux en réalité. Mais c'est dans le christianisme qu'on trouve ça. Comme si le corps va nous inciter à faire du mal. Quand vous le touchez, vous réveillez quelque chose. Mais oui, je dois me toucher. Mais oui, j'existe, mon corps existe. Et alors, avec ce problème, par exemple, de la masturbation, etc., du coup, on ne se touche plus, on n'ose plus se toucher. On se culpabilise. Dans le massage,
Le masseur, quand il masse l'enfant, il touche. Normalement, quand il touche quelque chose qui dysfonctionne, par exemple une éruption, un bouton, il doit pouvoir le dire, le signaler. Mais à qui va-t-il le signaler? Quand on sait que si c'est en Afrique, il n'y a pas beaucoup d'institutions médicales, les institutions sont dans les villes, en milieu urbain, dans les villages, il n'y a pas grand-chose, donc il va rester silencieux. Et c'est ce silence-là qui tue. Donc, l'automassage existe très bien, mais on ne lui donne pas une conscience, et c'est ça qui est dangereux. J'ai discuté avec un grand intellectuel, quand je prépare des conférences, j'ai un réseau d'intellectuels qui me disent, M. Sissoko, par exemple au Sénégal, on ne nomme pas le cancer, parce qu'on a tellement peur. Nommer, c'est comme si tu l'avais. Non, il faut le nommer. Nommer, c'est l'apprivoiser, comme chez le Petit Prince. Il est extrêmement important qu'on mette un mot sur une maladie. C'est un combat que je vous invite. N'ayez pas peur, parce que vous avez tous les outils. Vous avez les radiologues, vous avez les philosophes, vous avez mademoiselle qui est derrière là-bas, j'ai oublié son nom, vous avez Cigane avec la palpation, etc. Donc en France, on a tous les outils pour comprendre ce que beaucoup de pays n'ont pas, même si les États-Unis sont pionniers. Mais la science, le système de santé français est un système béton, il faut le dire. Et donc, dans cette représentation culturelle, le médecin que je forme, je lui dis, attention, ce n'est pas n'importe comment qu'on va manipuler, et le docteur l'a dit. Si, par exemple, le sein est dense, qui est le symbole de la féminité et de la maternité dans les sociétés traditionnelles, aujourd'hui, j'ai vu des jeunes filles qui ne portent plus de soutien-gorge, c'est la mode. C'est une partie de la mode. Vous voyez, il y a un regain d'intérêt, ce qui est passé, ce qui advient ou ce qui est, etc. Mais finalement, les gens sont libres de vivre comme ils veulent. Dans le problème, effectivement, du cancer, il y a aussi l'alimentation. Les pays africains ont beaucoup changé du point de vue de l'alimentation, mais pratiquement tous les pays, même nos enfants aujourd'hui en France. Il y a un politique qui parlait des endocriniens. Vous avez des enfants de 9 ans qui ont leurs règles. Et je pense que le docteur Sway va revenir sur ça. Bien. Donc, ce qui est très important, c'est aussi de dire tout simplement que si vous avez mal, s'il y a un dysfonctionnement, ouvrir la bouche, parler. Ça, c'est très important. Et pour cela, il faut avoir confiance, effectivement, au praticien, qui ne va pas vous manger, on en parlait tout à l'heure. S'il n'y a pas cette confiance-là, il y aura un chaînon manquant. Voilà. Mais je vous rassure que tout est possible dès lors qu'on ouvre la bouche. Tout est possible dès lors qu'on enclenche une dynamique. En Afrique, et je termine là, puisque je ne veux pas monopoliser la parole, je pensais que j'allais faire une conférence bien précise, mais ce n'est pas grave du tout, c'est interactif, c'est superbe. Il y a un frein qui existe, par exemple, je prends l'exemple de la polygamie. C'est un homme, 2 femmes. Une des femmes a eu une ablation du sein. L'autre, toute jeune, elle a des seins bien portants, les moqueries. On parlait du regard tout à l'heure, madame, du regard, les moqueries. Entre femmes, il y a de la méchanceté. Mais entre copines aussi, quand vous allez dans les bureaux et que la collègue a comment on appelle ça, je ne sais pas comment, une prothèse, mais derrière, peut-être que quelqu'un se moque, etc. Donc, elle n'osera pas en parler. Voici des freins, etc. Et on dit, comment lutter contre ça? C'est tout simplement éduquer les filles. Mais il faut que les filles aillent à l'école. Il faut arrêter de dire, une fille est une personne. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Une fille est une personne. Monsieur a 2 filles, mais je suis content. Ma sœur a 2 filles, mais je suis content. J'ai des personnes. Pourquoi doit-on rester dans cette mentalité engluée où on dit c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme? La fille peut faire mieux que l'homme. Le sexe ne détermine pas la bonté des gens. Et ça, il faut le savoir. Donc, il faut inciter les gens les filles à aller à l'école, aller chercher le savoir. Maintenant, vous demandez à beaucoup de filles, je veux être médecin, je veux. Au Mali, qu'est-ce que les filles font? Ce sont les jeunes filles excisées, les jeunes filles qui ont eu le cancer, qui font la promotion pour lutter contre le cancer.
Elle quitte l'Occident pour aller au pays, dans les villages, pour informer, inciter, sensibiliser et parler du corps. On les prend pour des folles, mais après, ce sont les hommes qui viennent leur dire « merci beaucoup ». C'est aussi une façon de vous dire qu'il faut intégrer les hommes dans l'éducation et la sensibilisation pour la lutte contre effectivement le développement du cancer. Un homme qui comprend la chose, c'est un homme qui va aider sa femme. Mais si l'homme lui-même est complexé de sa femme, elle n'aura pas confiance en elle, madame, on en parlait. Le regard sur soi va être moqué. Donc, il faut que ceux avec qui je vis aient confiance en moi, me regardent. Tu es belle malgré ça. Et ça, c'est un accident qui peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri de la maladie. Voilà, je suis très bavard. Hein. Vous avez dit plein de choses intéressantes, effectivement, il faudrait plus d'une heure pour développer tout ça. Mais je retiens deux choses. La libération de la parole, qui n'est pas seulement uniquement pour le cancer, mais pour plein d'autres pathologies. Et en consultation, il y a effectivement beaucoup de ça, je pense, dans toutes nos consultations. Et effectivement, la libération de la parole, on en parlait dans les associations, que ce soit dans les associations, au cabinet médical ou ailleurs, dans un café, autour d'un café extrêmement important. Et effectivement, c'est partie intégrante du traitement. Il y a autre chose que j'ai retenu aussi, c'est nommer le cancer. Et là, je vais donner la parole à Dr Souheil, au Dr Hassan, pour nous parler justement de l'annonce du diagnostic et des mots qu'on peut employer. Et nous parler ensuite du traitement, puisque tout de suite après l'annonce, effectivement, il y a la perspective du traitement. Est-ce que vous pouvez nous en parler et dire comment vous nommez des mots parfois qui peuvent blesser, qui peuvent choquer, qui peuvent entraîner une réaction chez les femmes très très importante. Et voilà, je vais avoir votre avis. Alors bonjour à tous, moi je suis Dr Souheil, je suis oncologue radiothérapeute. Donc avant tout par rapport à ma spécialité, alors vous savez il y a 3 types de cancérologues, grossièrement il y a les oncologues médicaux qui administrent les traitements systémiques, chimio, immuno, il y a les radiothérapeutes dont je fais partie, donc on traite les patientes à l'aide de rayons X, grossièrement, et puis il y a les chirurgiens qui sont également cancérologues, donc qui vont intervenir au bloc opératoire, etc. Donc moi je suis radiothérapeute. Par rapport à l'annonce, alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous l'avez compris, il y a plusieurs étapes en fait dans toute cette prise en charge de la pathologie mammaire. Il y a d'abord une prise en charge imagistique, comme mon collègue Dr Tayebji vous l'a expliqué. Et déjà, durant cette phase-là, même si on est encore au stade de suspicion, même si on n'a pas encore confirmé la maladie, eh bien déjà, moi je pense qu'il y a déjà chez la patiente en fait une certaine, j'allais pas dire crainte, mais une certaine véracité qui est intégrée par rapport à ce qui l'attend. Voilà. Donc une fois que les examens d'imagerie sont effectués,